précédente et qui vous montre qu'en 10, 15 ans maintenant, le chantier a été totalement transformé. Là, vous avez l'axe, le grand canal est terminé. Le château ici, maintenant, est pratiquement terminé. Il n'est pas tout à fait terminé, il manque encore le théâtre qui a été construit par Louis XV. Vous avez ce grand axe qui se perd à l'infini, et de chaque côté, à la différence du Vicomte, vous avez les bosquets, et c'est toute la verdure à droite et à gauche ici, dans lequel sont installés des théâtres d'eau. Comme on dit, les théâtres d'eau sont invisibles du château. Quand vous êtes sortez du château de Versailles, vous voyez ces deux places qui sont, d'ailleurs, pour certains, sont un peu déçus, parce que ça semble un peu nu, d'ailleurs, cette perspective, mais que la surprise se trouve dans les bosquets, ces théâtres d'eau qui sont extrêmement nombreux. Et quand vous avez à Versailles pour les grandes eaux musicales, comme on dit, bien sûr, le visiteur, ils sont très nombreux, ça devient un monde fou à Versailles, les grandes eaux musicales, et bien vous passez d'un théâtre à un autre, et vous voyez pour l'occasion, la surprise, voir jaillir un peu les eaux partout. Alors, on a l'impression, je l'ai dit tout à l'heure, que Versailles c'était un jardin taille XXL, donc un jardin surdimensionné, et si on le compare à Haut-le-Vicomte, bien sûr, il y a une espèce d'analogie, on a l'impression que grossièrement comme ça, vu, si vous regardez une vue rapide, on a l'impression que Versailles ressemble étrangement à Haut-le-Vicomte, la seule différence, c'est que Versailles, c'est beaucoup plus haut. Ce qui est vrai. Alors, de nouveau, pour montrer un petit peu la spécificité de Versailles, vous avez le château qui est ici, vous avez le grand canal, et le grand canal, il n'est pas perpendiculaire au grand axe, il est dans l'axe, bien sûr, c'est ça qui est une surprise, il est dans l'axe, bien sûr, de cette perspective, avec malgré tout une branche, une forme de croix. Donc le canal, il fait 1 km 400, 1 km 500 sur aussi 60 mètres de large. Et ici, vous avez ce grand bassin. Ce grand bassin, il fait 600 mètres de long, juste à côté du château, ce qu'on appelle la pièce d'eau des Suisses. Donc il y a déjà un peu l'immensité du travail accompli pour embellir le parc. Et ici, bien sûr, c'est ce qu'on appelle le profil en long. Donc Versailles, château, vous savez, une colline. Ici, vous avez le grand canal. Mais Versailles, quand vous sortez de la gare Chantier pour aller à Versailles à pied, vous montez, mais ça remonte immédiatement. Et à quelques centaines de mètres du château de Versailles, vous avez une autre colline qui domine le château de Versailles, où il est établi ici des étangs, des réservoirs qu'on appelle les réservoirs de Montbron, de grande capacité, et ces réservoirs existent encore ici, ils servent encore pour servir les grandes eaux. Alors maintenant, Marly, il n'y a personne de Marly ici, j'espère. Est-ce que je ne dois pas vexer les gens de Marly, là? Oui, Marly, regardez cette vue, je ne vous dis rien, j'aurais dû oublier de mettre Marly. Je dis c'est le centre aquatique, parce qu'effectivement vous avez l'impression de vous retrouver devant un véritable centre aquatique au club méditerranéen, dans lequel vous avez une piscine, vous voyez, avec des petits bains, grands bains, moyen bain, grand bain, et puis, mais c'est le bleu qui vous surtout la seule chose que vous voyez, c'est le bleu. Et puis dans le fond, vous avez une barre bleue, donc je parlerai dans quelques instants. Donc ça ressemble à un centre aquatique. Vous ne voyez pas de bosquet, il n'y a pas de parterre, il n'y a que de l'eau, que de l'eau, que de l'eau. Alors bien sûr, Marly, c'est pas une piscine. Marly, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord un petit château, on appelle ça d'ailleurs le pavillon du roi qui est ici. Et de chaque côté, vous avez 6 pavillons à droite, 6 pavillons à gauche, de petites dimensions, ces pavillons. Donc c'est le roi qui peut accueillir ses intimes. Alors curieusement, première remarque, c'est que ce jardin, le jardin Marly, n'est pas de l'autre. Il est devant ça. C'est curieux parce qu'il a été construit, il a été terminé en 1684. Et curieusement, le roi a déménagé à Versailles en 1682, donc en 1632, le roi habite définitivement Versaille. Mais simultanément, Versailles n'est même pas encore terminé. Il s'est construit dans le jardin de Marly. Alors on dit que le jardin de Marly, c'est une espèce de résidence, hein,
où il veut aller de temps en temps pour être tranquille, et être avec, j'allais dire, ses amis. Alors, le pavillon, vous voyez, c'est un petit pavillon de rien du tout, puisque la façade fait 30 mètres de haut, c'est tout. Par rapport à Versailles, qui est gigantesque. Alors, que vient faire le roi Marie? Bien sûr, c'est pour être tranquille, mais le roi a un défaut, c'est qu'il adore les jeux d'eau. Il adore l'eau. Et à Versailles, il est très déçu à Versailles, c'est qu'il y a tellement besoin d'eau à Versailles, c'est que quand il veut voir fonctionner ces eaux à Versailles, et bien ces eaux ne fonctionnent que quelques heures. Parce que les réserves d'eau, malgré tout le travail et tout l'argent dépensé, sont insuffisantes pour faire fonctionner les eaux de Versailles plus de quelques heures. Alors il exige qu'à Marly, eh bien, lorsqu'il est présent à Marly, que les eaux fonctionnent toute la journée. Et à Marly, bien comme à Versailles ou comme ailleurs, vous avez un grand jet. Et puis, vous avez quelque chose de fantastique. Je vous en ai tout en haut là-bas. Vous voyez, il y a le brisé de la ligne rouge. Et qu'est-ce que vous allez voir tout là-haut? Eh bien, vous avez ici une cascade que moi j'appelle le toboggan, comme on les piscines. C'est vertigineux. Vous pouvez voir accès d'ailleurs, quand vous allez vous balader dans le jardin de Marly, vous pouvez monter à ce niveau-là. Donc vous avez une cascade, ce toboggan vertigineux de plus de 300 mètres de long, avec 78 ou comme ceci. Tout ceci pavé de marbre. Alors le roi, vous voyez, quand il est dans son château, qu'est-ce qu'il voit? Qu'il aille d'un côté ou de l'autre de son château, il ne voit que de l'eau. Il ne voit que de l'eau, il voit cette gigantesque cascade. Devant le château, il y a un petit bassin, et de l'autre côté, il y a les autres bassins que je vous ai montrés. Et en plus, il y a un grand jet. Pourquoi? Parce que vous avez un grand dénivelé d'au moins 50 mètres qui permet de faire jaillir le jet d'eau à plus de 40 mètres de hauteur. Ici, de temps en temps, il y a un jet d'eau, il fait 10 mètres de hauteur, donc vous voyez, multiplié par 4. Alors ceci, c'est une sorte d'extravagance. Alors bien sûr, du jardin de Marly, il reste plus grand-chose, puisque toutes les bâtisses sont disparues, et il reste quand même tous les plans d'eau. Et vous pouvez aller vous promener dans ce qui reste du jardin, ce qui s'appelle, en passant par le musée de promenade de Marly. Donc vous voyez, le jardin de Marly, il est très bien grand. Mais comme je dis, comme le roi veut avoir des jets d'eau, des grandes eaux à longueur de journée, il est obligé d'avoir un réservoir considérable. Alors regardez la taille de ce réservoir. Il y a le réservoir de Marly ici et le réservoir du Trou d'Enfer. Regardez, vous comparez au bassin devant le château. Donc c'est X fois plus grand que le bassin. Donc c'est gigantesque. Et l'ensemble de ce réservoir peut contenir, alors je me perds toujours, ça va être 200 000 mètres cubes d'eau, c'est ça, oui. Quand le roi est présent, il veut voir ses jets d'eau ici, il a besoin dans la journée de 20 000 mètres cubes d'eau, c'est colossal. C'est colossal. Pour les grandes eaux musicales de Versailles, pendant la belle saison, ils ont besoin de 7 à 8 millions de litres, enfin de litres d'eau. Un litre, ça part peut-être plus. Alors qu'ici, lui, uniquement pour cette journée, il a besoin de 20 millions. Ça veut dire que c'est la fin, il faut les remplir. Et comment les remplir? Eh bien, pour les remplir, vous connaissez la solution. Et bien, c'est la fameuse machine de Marly. Le jardin de Marly se trouve tout en haut, d'abord. Il y a 2 km à peu près du jardin de Marly. Ici, dans la Seine, on construit la fameuse machine, ou les machines de Marly. Alors, les machines de Marly, c'est quelque chose de colossal. Un petit documentaire ici, on a une station de pompage avec 6 pompes. Un Marly avec une seule roue. Un Marly avec 14 roues de 12 mètres de diamètre. Ici, on a une roue qui fait pas 8 mètres de diamètre. Et là, vous avez plus de 250 pompes. Vous allez me dire quelle est la différence entre ici et là-bas. Ben là-bas, il y a un défi. Il y a un défi difficile à relever. C'était que ici, nous sommes à Bougival, il faut remonter l'eau à plus de 100 mètres de hauteur, ce qui n'avait jamais été fait avant, justement, ces fameuses machines de Marly. Et comme on ne peut pas repousser l'eau directement dans l'aqueduc, qui est là-haut, qui s'appelle l'aqueduc de Louis-le-Ciel, eh bien, il fallait procéder par étapes. Donc cette machine de Marly avait pour mission de remplir les gigantesques réservoirs que je vous ai
Marly, c'est que c'est gigantesque, mais c'est monstrueux. Et que cette machine a eu des tas d'ennuis. Il fallait intervenir sans arrêt sur le mécanisme de cette machine. Donc elles fonctionnaient de manière très irrégulière et qu'au bout d'un siècle, d'ailleurs, il a fallu la remplacer complètement parce que le débit de ces machines était nettement inférieur, comme on dit dans l'espace, au nominal. Et un pic documentaire, cette machine ici, ces 14 roues avec ces 250 pompes, avait un débit équivalent à la petite machine ici. La seule différence, c'est que cette machine ici est une machine toute belle, toute simple, qui n'a rien de génial, qui n'est pas extraordinaire en soi, tournait régulièrement parce qu'elle travaillait dans des conditions un peu vraiment bénéfiques pour la machine. Alors que là-bas, c'était un monstre des mécaniques, et je dis toujours que c'est une montagne de mécanique qui accouchait d'une souris hydraulique. Ce qui fait que le pauvre roi Marly, il comptait sur cette machine, mais cette machine, il y avait un débit qui diminuait au fur et à mesure qu'elle vieillissait. Alors voilà de nouveau Marly. C'est pareil. Vous avez un axe, dans l'axe n'est pas des parterres, vous avez tous les plans d'eau, puis il y a le pavillon, c'est le maître nageur, puis après vous avez toutes les piscines, de chaque côté de piscine. Et là vous avez la fameuse rampe, que j'appelle le polo, mais qui est en fait une sorte de cascade. Et vous voyez, bon, c'est la distance entre le haut de la cascade et puis la fin. Ici, ce qu'on appelle la Beauvoir à Marly, vous avez 1,9 km. Alors maintenant, une petite comparaison entre tous ces jardins. Vous voyez, Versailles, je dis, c'est surdimensionné, parce que Versailles s'étale sur plusieurs kilomètres, alors que ça soit aussi bien à Volvicomte qu'à Marly, c'est pas sur 1 km, 1 km 200. Vous voyez très bien que Versailles, c'est au sommet d'une colline. Ici, Marly, c'est le château se trouve à cet endroit-là, et à Volvicomte, le château se trouve à cet endroit-là. Ici, on a le canal de Volvicomte. On le pose, c'est pas pour vous dire, il y a une machine à café, ou pas d'escalier, vous pouvez prendre votre café. Alors pour vous dire que là, on est dans 3 jardins qui avaient quelque chose en commun, c'est que tous ces jardins avaient un axe central qui savait plus ou moins d'axe de symétrie, parce que les lieux où le relief s'y prêtait. Maintenant, nous allons découvrir d'autres jardins qui ont posé des problèmes, puisque le relief est tellement puissant et la morphologie du terrain tellement tourmentée qu'il est pratiquement impossible d'appliquer le sacro-saint principe de symétrie. Alors c'est bien parce que ça donne du charme, sinon, à supposer que tous les jardins ressemblent à Marly, Versailles, je crois qu'on se serait vite fatigué. Alors le premier, c'est Saint-Cloud, le théâtre de cristal. Alors Saint-Cloud, c'est au pont de la Seine. Alors sachez que Saint-Cloud, c'est aussi un établissement public, comme Versailles, comme Marly. Ce sont d'ailleurs les fontainiers de Versailles qui s'occupent aussi des fontaines et de Saint-Cloud et de Marly. Et que Saint-Cloud se trouve au bord de la Seine. Donc à Saint-Cloud, il n'y a pas besoin de construire un grand canal, puisque la Seine joue le rôle de grand canal. Mais déjà à vue d'œil, vous voyez qu'on a du mal à percevoir cette fameuse axe de symétrie-là. Il y a un axe, un grand axe, il existe, mais il n'impose pas, j'allais dire, sa loi aux autres jardins. Alors le château de Saint-Cloud, vous le voyez, c'est ici. Il a eu son heure de gloire. Il a disparu en 1870. Il a été bombardé, je ne sais pas si c'est par les Allemands, par les Prussiens ou par le Quebec. On a toujours dit que ce château était démoli et n'a jamais été reconstruit, même s'il y a une association qui essaye de recueillir des fonds pour le reconstruire. Voici une autre vue de Saint-Cloud. Alors pour y aller à Saint-Cloud, même il y en a qui rouspètent. Pourquoi? Parce que c'est un parc ouvert au public et on peut y entrer en voiture. Donc on peut se balader parce que c'est gigantesque, c'est un parc de Saint-Cloud. Alors ici on voit très bien le château, donc vous voyez le château, il y a une vue imprenable sur Paris, mais il n'y a pas du tout de vue imprenable sur le jardin, même du château. Vous voyez une grande partie du jardin qui échappe au regard du château. Et
Saint-Cloud, le théâtre de Frissac. Pourquoi? Le théâtre de Frissac, le Gossis, c'est la grande cascade de Saint-Cloud. Et la grande cascade de Saint-Cloud, c'est la première des grandes cascades construites dans la rade de Lenot, hein, qui est bien antérieure à celle de Chantilly, qui est bien antérieure à celle de Sceaux, qui est bien antérieure à celle de Versailles aussi. Et vous voyez, c'est quelque chose d'imposant. Alors voici une vue, bien sûr, de cette grande cascade, qui à l'époque attirait les fous. Et puis, bon, dans ce cas-là, il y a des effets de lumière qui la mettent en valeur. Saint-Cloud, les grandes cascades. Il faut savoir qu'à Saint-Cloud, les fontaines fonctionnent encore. Hein. J'ai vu fonctionner cette grande cascade, mais je ne sais pas si ça continue, c'était il y a 5-6 ans, où au mois de juin, on avait le droit, certains dimanches, à 20 minutes de grande eau de Saint-Cloud. Il y avait tous les fontainiers de Versailles qui déboulaient à Saint-Cloud. Elle était une douzaine au Rue-de-les-Balles, on avait le droit à 20 minutes. Donc vous voyez, 20 minutes, au XXIe siècle, pour fonctionner les grandes cascades. Donc ça vous pose le problème, ça pose toujours le problème, la difficulté d'alimenter en eau ces fameux jeux d'eau. Alors aussi la vue moderne, la vue aérienne récente de Saint-Cloud, la grande cascade. Vous voyez, qui est complètement désaxé par rapport au château. Vous avez les ruines du château ici, hein, les fondations du château, et vous avez un grand axe qui part, le grand axe de Rolla qui remonte la pente pendant quelques kilomètres. Donc bon, ici, ça donne un peu l'impression de désordre. Alors voilà, là aussi, une manière de synthétiser un peu le château de Saint-Cloud. C'est une toute petite partie du jardin de Saint-Cloud, où on voit très bien le château qui est au bord d'une falaise, la grande cascade qui est ici, celle qui est ici. Donc le château est au bord d'une falaise, mais son axe est dirigé vers Paris. Et l'axe qui est perpendiculaire à cette falaise, puis vous voyez un peu partout les axes qui montrent que le nôtre s'est débrouillé tant bien que mal pour utiliser au mieux, bien sûr, le relief. Au château de Belon. Le château de Belon, on va vous dire qu'il ne reste plus rien. S'il reste un petit quelque chose, il reste un petit morceau du château là sur lequel est construit l'Observatoire de Paris. Alors ici, le jeu, le château de Belon, avant que le nôtre, il y a Belservien, donc c'est juste un petit peu avant 1861. Je suis propriétaire de château, je veux construire un jardin, mais qu'est-ce que je vais faire? Et on va aller regarder. Bon, hein, le relief est complètement en désordre, tout monté. Eh bien, il faut retrousser ses manches, et puis là, bien sûr, il ne faut pas lésiner sur le travail à accomplir. Regardez bien le château. Bon, là, c'est la même chose. Vous allez voir le travail accompli en moins de 10 ans pour que ce château soit au centre d'un jardin, sur le jardin de l'Aube. Le château, vous l'avez vu auparavant. Autrement dit, il a fallu construire devant ce château une terrasse qui n'existait pas, qui fait 450 mètres de long, sur 200 mètres de largeur. Donc vous voyez, ce travail de terrassement, moi j'ai travaillé un peu dans les terrassements, le travail gigantesque à accomplir, uniquement avec des pelles, des pioches, des brouettes, des chariots. C'est colossal comme travail. Et maintenant, vous avez le château de Saint-Cloud. Et quand vous êtes au château de Saint-Cloud, qui n'existe plus, mais cette terrasse existe encore, bien sûr, vous avez une vue magnifique sur Paris. Et à partir du château, prenez la direction du pont de Sèvres, et vous avez une perspective fantastique, vertigineuse, qui n'a pas disparu, parce que c'est la rue du château. Donc maintenant, bien sûr, ce château appartient à qui? Il appartient en grande partie à la ville de Belon. Alors voici, donc aussi le château de Belon est au sommet un peu d'une colline. Donc il y a deux perspectives possibles, une vers le pont de Sèvres et une à l'opposé. Vous voyez un peu cette perspective qui est vertigineuse et qui se... Là, en plein milieu, on voit la seule chose pratiquement qui reste du château de Belon, c'est quelques bassins, et en particulier ici un bassin en forme d'hexagone, dont la dimension est supérieure à l'hexagone de Chantilly. Alors, vous voyez un peu le désordre, c'est que bien Belon
Il y a le grand axe. Mais le jardin ne pouvait pas l'établir le long du grand axe, c'est impossible. Et il se trouve que maintenant, le terrain dit non seulement le profilon long, je vous montre le château ici, donc ici c'est direction vers le Pontet, ici c'est direction vers le bassin en hexagone, donc ça monte, ça descend, ça. Donc déjà dans le sens longitudinal, c'est quelque chose d'assez tourmenté. Mais dans le sens, le profil en travers, c'est le contraire de Versailles, au lieu d'être dans un creux, le château de Bedon est aussi au sommet, et de chaque côté il y a des creux. Et l'altitude de chaque côté n'est pas la même, ce qui fait que pour s'en tirer, le nôtre est obligé de construire deux jardins. Le jardin haut d'un côté et le jardin bas de l'autre. Une grosse difficulté pour alimenter en eau le jardin haut, et il a fallu que le bois fasse entreprendre des travaux considérables. Dans le bois de Bedon, l'eau établir, recueillir toutes les eaux du bois de Bedon avec des rigoles, des kilomètres et des kilomètres de rigoles, et des kilomètres d'agruc. Et j'ai oublié. Donc, ici, il y a une petite photo, vous allez dire, qu'est-ce que c'est? Cette photo incrustée ici, c'est qu'effectivement, le jardin bas se trouve ici, le jardin haut se trouve ici. Difficulté pour alimenter en eau le jardin haut. Donc, il faut écumer la forêt de Bedon, et puis faire des tonnes de rigoles, des kilomètres et des kilomètres de rigoles, d'agruc et des mises en place de tuyauterie. Et qu'actuellement, comme il n'y a plus rien à voir à Bedon même, mais il y a une association qui s'est créée et qui essaye tant bien que mal de retrouver le chemin accompli par les eaux, là-dedans bien sûr de servir les grands eaux. Donc ici, vous voyez, c'est toute cette équipe, ils se baladent avec des pelles et des pioches et des friches. Effectivement, vous avez toujours la mémoire, vous avez toujours les vestiges de ce réseau hydraulique. Alors en plein milieu de la forêt, vous tombez sur des réservoirs, en plein milieu de la forêt, vous tombez sur des rigoles, en plein milieu de la forêt, vous tombez sur des agrucs. Donc il y a une équipe, le manque de chance, c'est que le président, il est plus tout jeune parce qu'il est plus jeune que moi. Il a presque 90 ans. Il a toujours mon pied bon oeil. Alors si quelqu'un veut. Il y a une présidence à prendre bientôt, hein. D'abord à Bedon, donc ça intéresse. Bon, on arrive quand même à Chantilly. Commencez à vous lasser un petit peu. Alors cette photo de Chantilly, on la trouve partout. Le nombre de revues, que ce soit Télérama, le Figaro, tout ça, il y a des bureaux spéciaux consacrés à la nôtre. Et quand il s'agit de Chantilly, vous avez cette photo que l'on voit partout, qui est magnifique cette photo. Et cette photo, le nôtre à Chantilly, elle est magnifique, mais elle vous montre simplement un tout petit morceau du jardin par le nôtre. Elle vous montre simplement ce qu'il reste du jardin par le nôtre. Donc heureusement c'est beau et c'est magnifique. Alors tout de suite, moi très bien, j'appelle le Chantilly le jardin de Bodreau. Il me semble que j'ai loupé quelque chose, non? Oui, je reviens tout de suite en arrière, qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui. Voilà. Il n'a pas dit que je vous loupais saut. Saut, vous connaissez le métro, une sortie du métro, vous avez pratiquement le jardin le parc de Saut. Oui. Bon, bien sûr, j'ai déjà anticipé. Chantilly, c'est le jardin de bas en haut, Saut, c'est le jardin de haut en bas. Alors cette photo, elle est remarquable ici. Pourquoi? Parce que, effectivement, vous voyez, vous êtes ici, vous avez la cascade, la grande cascade qui est ici. Ici, vous avez un grand bassin avec un grand jet. Et qu'est-ce que vous voyez tout en haut, le château? Alors que Chantilly, le château est tout en bas, et dans le fond. Ici, au contraire, le château est tout en haut. Alors sachez que cette cascade, elle a été complètement détruite, elle a été reconstruite. Et comme on dit à Sceaux, c'était reconstruit style, avant la guerre, art déco. Donc, elle est retrouvée à quelque chose qui ressemble, bien sûr, à la grande cascade de Saint-Cloud. Donc, que se passe-t-il à Saint-Cloud? Eh bien, Saint-Cloud, c'est le château de Colbert, parce que Saint-Cloud, c'est Colbert. Alors, le château n'est pas celui de Colbert, il a été reconstruit. Donc, c'est un peu le château de Colbert en taille réduite. Et que Saint-Cloud est sur une plateforme, mais cette fois-ci, le château n'est pas perpendiculaire. L'axe du château n'est pas perpendiculaire à la pente, comme à Saint-Cloud, il est parallèle à la pente. Et que le jardin se trouve en contrebas. De Saint-Cloud, on ne voit
jardin, on voit simplement cette gigantesque esplanade. Et d'ailleurs, il appartient au département des Hauts-de-Seine, un prétendu de Lenôtre, a reconstruit des brodons, a refait faire des broderies, tel que c'était évident de Colbert, juste devant le château. Donc ici, vous êtes sur une plateforme, vous avez une falaise, et au bas de cette falaise, vous avez tout ce canal qui fait presque 1 kilomètre de long. Et la photo que je vous ai montrée précédemment, elle est prise, vous voyez, une espèce de tache un peu blanche ici, à partir, ici vous avez un bassin d'eau, et la grande cascade déboule dans ce bassin d'eau. Autrement dit, quand vous êtes là-bas, vous pouvez voir le château qui se trouve en hauteur. Toujours pareil, donc, ici vous avez le grand axe de la plateforme, ici vous avez le château, cette fameuse falaise, où se trouve le grand canal et puis toutes sortes de bassins. Alors la plateforme qui se trouve dans le château était popularisée parce que les Hauts-de-Seine, la ville de Saône, on entend gagner de grands événements. Et c'est là qu'a eu lieu le fameux spectacle de Madonna, rappelez-vous, du temps de Chirac, où Madonna a fait un petit cadeau pour la ville à Chirac, si vous en souvenez. Bon, alors je reviens à Chantilly, maintenant vous comprenez pourquoi saucer de bas en haut, de haut en bas, et je vous dis, c'est de bas en haut, en sens qu'à Chantilly, on avance par le bas. On installe le château juste au rang le plus bas possible, au rang de la rivière, parce que le grand canal, finalement, c'est la rivière, et il ne reste donc autre que ce petit morceau de son jardin. Et ici, vous avez des bassins d'eau dans lesquels vous voyez sortir des jets d'eau. J'appelle ça des mini-jets d'eau, des petits jets d'eau, pour ça j'appelle ça le jardin des petites eaux de Chantilly. Pourquoi? Parce que les jets d'eau sont tout minces et ils montrent uniquement à 5-6 mètres de hauteur au maximum. Donc c'est pas des choses étouffantes. Vous allez comprendre pourquoi on n'a pas pu faire mieux. Alors, pour bien comprendre Chantilly, il va falloir un peu une idée de la topographie du lieu. Donc là, vous reconnaissez Chantilly avec la vallée de la Lannette, vous reconnaissez la vallée de la Terre avec la Morlaix, et vous savez très bien que lorsque vous allez de Chantilly à la Morlaix, ça monte tout doucement, et après il descend, on pourrait dire vertigineuse, mais assez rapide, vous avez ici ce que j'appelle dans le delta de la Terre. Et on voit très bien sur cette carte cette falaise qui monte assez brusquement, et le plateau qui sépare les deux vallées. Mais le plateau, il est extrêmement plat. Donc vous voyez tout de suite que c'est pas sur ce plateau qu'on va aller recueillir de l'eau pour alimenter les jeux d'eau du jardin de Chantilly. D'autant plus que sur ce plateau, il y a du sable. Donc le sable représente de l'eau. Alors vu autrement, on voit très bien cette falaise ici. En rouge, c'est la route qui nous mène bien sûr au centre de Chantilly et qui traverse la Lannette, qui va vers Cré, le château d'un côté et bien sûr le pavillon de Mons de l'autre. Donc cette falaise, ce plateau, la vallée de la Lannette relativement encaissée et qui se prolonge de l'autre côté aussi en plateau qui va jusqu'à l'Oise. Donc la vallée de la Lannette est construite entre deux plateaux bordés par la Tête et bordés par l'Oise. Voici une autre vue, où on voit très bien le château qui est ici, qui est complètement en fond de la vallée. Ici, vous voyez très bien que la ville de Chantilly s'étend ici vers le Bois-Saint-Denis. Ici, il y a toute une partie qui est en pente, bien sûr, qui converge vers le fond de la vallée, où il y a le grand canal qui se prolonge après par deux canaux comme ça, jusqu'à de Gouvieux. Alors maintenant, un peu l'hydraulique de Chantilly, qui permet de comprendre un petit peu le fonctionnement du jardin de Chantilly, c'est que ce qui est différent, bien sûr, à Chantilly, des jardins que nous venons de visiter, à Saint-Mousseau, etc., ben non, c'est qu'à Chantilly, bien sûr, le jardin, le domaine du Seigneur est traversé par la fameuse Lannette, et vous voyez que la Lannette, eh bien, elle va jusqu'à Nantes-et-Gauvelin, comme je disais tout à l'heure, et elle s'augmente à l'incendie d'une autre petite rivière qu'on appelle l'Honnête. Et que cette petite rivière, la Lannette, elle a un avantage fantastique, c'est une rivière dont le débit varie très peu. C'est
c'est-à-dire qu'on a peu sûr d'avoir de l'eau tout le temps. Il rit très peu, et c'est très important quand vous avez une machine qui doit tourner avec l'énergie de l'eau. Autrement dit, la machine, qui est la machine qui peut être montante ici, elle peut tourner, bien sûr, pratiquement toute la ligne. Alors voici, alors là, vraiment, une certaine vision de Chantilly. Vous avez donc le château qui est dans ce méadoc jaune, et vous avez ce qu'on vient de voir en photo, donc, le jardin des petites eaux qui se trouve bien sûr en face du château, et à côté, le premier jardin qui a disparu, qu'on appelle le parterre de l'Orangerie. Mais vous voyez qu'en 1675, en gros, le jardin est circonscrit à l'intérieur de ce cercle. Donc le château est ici, les grandes écuries n'existent pas, le réservoir n'existe pas, et le pavillon c'est ici. Et entre le pavillon ici et le château, il y a un peu plus d'un kilomètre. Donc vous voyez que le jardin de Ledoux était extrêmement réduit. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que le jardin ne pouvait pas s'étendre vers l'ouest à l'époque, parce que le prince n'avait pas encore acquis tous les terrains. L'endroit était construit, le réservoir, nous sommes en 1675, n'a été acquis en 1678. Pas du moment, c'était construit en 1679. Alors le gros problème, c'est que comment alimenter en eau, parce que c'est deux parterres, donc le parterre ici et le parterre de l'Orangerie, sachant qu'on est au fond de la vallée, sachant que de chaque côté il y a des plateaux, mais heureusement que du côté de Senlis à Chantilly, il y a eu légèrement quelques fuites. En aval de Senlis, on peut recueillir les eaux, et que les eaux, on peut les amener jusque le jardin que vous voyez ici. Alors il y a eu un travail remarquable fait par un jeune homme, à une certaine époque, je crois qu'il est présent dans cette salle, il s'appelle Romain Porte, qui a fait toute une étude d'hôtel sur ce lac-duc de Chantilly, le duc de Chantilly. On connaît tous les détails de cet aqueduc. Alors cet aqueduc il est fantastique parce qu'il fait presque 5 km de long, et c'est un aqueduc souterrain. Magnifique aqueduc, en pierre appareillée, avec une voûte, et on peut, je ne sais plus, se balader à pied pratiquement jusqu'au départ de cet aqueduc, juste en aval de 210. Là, j'en dis pas plus pour le moment. Et alors cet aqueduc amène de l'eau, c'est au fond. Il faut que ça soit acoustique dans le réservoir. Regardez ce réservoir. Le réservoir, c'est ce petit point qui est ici. Un petit point de rien du tout, ça veut dire que ce réservoir n'est pas un réservoir de stockage, c'est uniquement un réservoir de distribution. Le réservoir, c'est une espèce de cercle qui est visible à Chantilly, mais les gens, bien sûr, ignorent la présence de ce réservoir. Il suffit de monter une toute petite côte ici qui domine le jardin. Vous avez ce réservoir de très faible profondeur, de très faible diamètre. Alors quel est le problème à Chantilly? Et pourquoi le génie de petite dimension? C'est pas difficile. C'est bien de recueillir des eaux venant de Senlis, mais la quantité d'eau recueillie dans l'eau, c'est 300 000 litres d'eau à l'heure. Et 300 000 litres d'eau à l'heure, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Vous avez le choix de faire une grande gerbe, ou deux grandes gerbes, parce qu'une belle gerbe peut consommer 150 000 litres d'eau. Ou alors de diviser, de répartir ces 300 000 litres d'eau entre une dizaine de petits jets d'eau. Voilà pourquoi les jets d'eau sont belles et ne pourront jamais grossir. Donc 1, 2, 3, il y a 4 ici, à peu près 12 petits jets d'eau. Alors sachez que les petits jets d'eau, monsieur Dezallier, le fameux Dezallier d'Argenville, il appelle les petits jets d'eau épissonniers. C'est le terme consacré. Donc ce sont les petits. Ne le dites pas, il y a personne de la fondation ici, personne du domaine. Ne dites pas que j'ai commencé l'épissonnière ici. Je vais faire le simple. Donc là, c'est un peu la même chose au plan, avec toujours le petit point ici. Alors le petit point, c'est ce petit réservoir qui se trouve près, je ne sais plus, peut-être à 8 mètres de hauteur, quelque chose comme ça. Donc c'est pas bien haut, quand on a un réservoir à 8 mètres de hauteur, on ne peut pas espérer un jet d'eau.
fait partie de ce que j'appelle le jardin des grandes eaux. Et ce jardin des grandes eaux se divise en 3 morceaux. Un morceau qui se trouve de l'autre côté du Grand Canal, la ville de Saint-Germain, là où se trouvait la ménagerie. Il y avait des jeux d'eau aussi, ça fait partie des fameux grandes eaux. Ici, vous avez le jardin qui se trouve autour du potager des Princes aujourd'hui, avec le jeu de paume et avec, bien sûr, ce qu'on appelle la faisanderie et d'autres bassins. Mais à l'époque, les grandes écuries n'existent pas à l'époque. Et les maisons, vous voyez ici, bien sûr, n'existent pas. Troisième jardin, et le jardin le plus intéressant, le plus important, c'est là où se trouvent, on va dire, les clous du spectacle, parce que comme j'ai dit, c'est un spectacle, c'est là où se trouve le Grangel, qui se trouve à peu près à 100 mètres d'ici, alors encore se trouve la Tuilette des Péris, et puis la grande cascade de Chantilly, qui ressemble un peu à celle de Saint-Cloud, mais en moins imposant et avec une pente beaucoup plus douce. Et vous voyez apparaître le réservoir. Donc comparer la taille de ce réservoir à celui, bien sûr, qui s'est alimenté, le petit jardin ici. Donc, le réservoir, en fait, il était doux, il y avait un deuxième ici qui a été sacrifié par le duc d'Aumale pour établir le champ de course. Vous voyez, le champ de course, ici, le tracé du champ de course, il passe à l'endroit où il y avait un deuxième réservoir ici. Donc, il nous semble relativement grand, mais il est tout petit par rapport au réservoir de Marly. Il contient à peu près 10 millions de litres d'eau, 12 millions exactement de certaine époque. Alors ce réservoir, il y a un réservoir de stockage, et si vous baladez dans Chantilly, vous connaissez tous ce réservoir, peut-être que vous n'avez jamais gravi le talus, il y a un espèce de talus de cette fosse. Et ce réservoir se trouve à l'endroit le plus haut du plateau ici. Les fondations de ce réservoir sont plus élevées que celles des grandes écuries. Et en même temps, à égale distance pratiquement de ce parc ici, de ce jardin, de celui-ci. Donc il a été judicieusement positionné. Et alors bien sûr, il n'est pas très beau parce que le plateau il est ce qu'il est. Donc il a à peu près une vingtaine de mètres, 22 mètres de hauteur par rapport au niveau d'eau du canal, donc de la navette. Alors ce réservoir, il faut le remplir. Pour le remplir, on construit dans le pavillon dense. Le pavillon dense, c'est pas ici, il n'est pas dans le pavillon dense. Le pavillon dense, il se trouve de l'autre côté du mur ici. Une station de pompe avec. Ce sont les machines du pavillon dense. Appelons ça les machines des grandes roues du pavillon dense. Appelons ça les machines des élévatoires. Donc c'est une machine toute bête, toute simple, mais installée dans des conditions extraordinaires, ce qui fait que cette machine, eh bien, l'a survécu pendant très longtemps. Elle a très bien marché pendant très longtemps, malgré quelques réparations. Donc elle a beaucoup mieux fonctionné que celle de Marly. Et en plus, toute petite soit-elle, elle avait le même débit que celle de Marly. Et chose aussi très importante, ce débit était constant. Donc elle a pu fonctionner nuit et jour pendant plus d'un siècle. Et à partir de ce réservoir, eh bien, l'eau était distribuée vers tous les jets d'eau de ce plan ici. Tous les jets d'eau ici, en particulier, qui existent encore, c'est les fontaines de Beauvais. Et puis, en même temps, traverser le Grand Canal pour aller monter en haut les jets d'eau de la ménagerie. Alors j'appelle ça, moi, Chantilly, un code école, parce que finalement, les autres, dans les autres jardins, ils se sont battus avec leur relief, ils se sont battus pour essayer d'avoir quelques gouttes d'eau à droite et à gauche, alors qu'à Chantilly, tout était simple, un aqueduc d'un côté, une machine de l'eau, un grand réservoir, et le tout était joué. Donc c'était fantastique. Bon, ici, simplement pour montrer, ce qui me désole, ce qui désole un peu les gens de Chantilly, c'est que cette grande cascade, elle a disparu. Elle se trouvait à 200-250 mètres d'ici. Et que, ici, c'est un plan qui date, à mon avis, comme le chemin de fer existe, et on veut le chemin de fer ici, donc ce plan, c'est au moins 1859, entre 1859 et 1870, et l'espace où se trouvait le jardin avec la grande cascade se trouve ici. Si je compare cet espace, vous voyez, au jardin des Grandes Eaux, figure dans la lobe du Pont du Nord, vous voyez la grande cascade, accident jaune ici, que l'on trouve ici, le grand jet qu'on trouve ici, que l'on trouve ici, à 100 mètres, à peine d'ici, et puis ici c'est la rue du Connétable, bien sûr, sur la rue du Connétable, il y a déjà
parking devant, c'est ici, vous remontez, c'est la voie des cascades, et la grande cascade démarrait à partir ici, là où se trouve la place voisine d'ici. Alors, je ne sais pas si c'est des gens chantilly ici, mais il se trouve qu'effectivement, maintenant il y a des maisons qui ont été construites ici, mais derrière ces maisons, il y a encore des vastes jardins. Donc je serais curieux de savoir si, dans ce vaste jardin, il existe encore des vestiges de grande cascade, parce que la grande cascade, qu'est-ce que c'était? C'était un monument de pierre taillée. Ces grandes cascades étaient préparées sur plus d'un hectare, donc c'était pas n'importe quoi. Pas n'importe quoi. Et comment se fait-il que tout ceci a disparu? Alors je soupçonne, pour le duc d'Aumale, d'avoir été responsable un peu de cette disparition, mais ne vite à personne, parce que le duc d'Aumale, lui, de temps en temps, il s'embarrassait pas pour faire disparaître ce qui ne lui plaisait pas. Bon, Splendeur et Misère des Jardins, là, je crois qu'il y a besoin de dire là-dessus, même. Splendeur et Misère des Jardins, c'est que le prince, mon seigneur, notre roi, je construire de magnifiques jardins. C'est bien, un investissement considérable. Mais il avait jamais pensé qu'à passer s'entretient un jardin. C'est qu'à partir du moment où le jardin était terminé, pour certains jardins, c'était déjà le début de la fin. Par exemple, le jardin de Meudon, il y a deux alliés d'Argenbuy qui s'est baladé au jardin de Meudon vers 1770, il déplorait déjà la dégradation du jardin. Ça n'empêchait pas le seigneur du lieu de vivre dans le château, mais le jardin était tellement gigantesque qu'il n'y a plus le budget pour entretenir. Et les ouvrages d'art, ne serait-ce que le cascade, c'est des choses qui se dégradaient, donc il fallait les refaire. Alors je dis Splendeur et Misère des Jardins. Donc pour illustrer un peu la Splendeur et Misère des Jardins, des photos comme ça, j'aurais pu en mettre des dizaines et des dizaines. Simplement, vous voyez, le jardin du parc de Sceaux. Il y a à peu près, c'était vers 1920-1930, voilà que ça ressemblait totalement à l'abandon. Mais le département des Hauts-de-Seine, et à l'époque ça s'appelait pas les Hauts-de-Seine, comment il s'appelait, le département Seine et quelque chose, eh bien, a pris en charge la restauration complète du jardin de Sceaux, et avec Versailles, pas le seul jardin pratiquement intact qui permet de voir ce qu'il était du temps un peu de Louis XIV. Le jardin du Comte a été complètement restauré, et exactement dans le même état au XIXe siècle, a été restauré par un industriel, et c'est la famille de Vauguet maintenant qui a la charge d'entretenir tout ça, non seulement d'entretenir tout ça, mais de faire vivre son domaine et son château, ce qui pèse énormément sur sa fortune. Bon, alors c'est votre âge, je peux vous donner un petit bonus. Oui, vous êtes d'accord pour le bonus. Donc vous avez vu que le nôtre, le jardin de l'Europe, va essayer un peu dans toute l'Europe, y compris dans le sud de la France. Je cite là, pour ceux qui habitent dans le sud de la France, du côté de Nice, il y a deux jardins parétiques qui se sont inspirés de l'autre, le jardin d'Entrecasteaux, je ne sais pas si vous connaissez Entrecasteaux, ce matin, je ne sais pas du tout où se trouvait Entrecasteaux, ça se trouve du côté pas loin de Fréjus, par exemple, puis un autre château qui est pas loin devant, qui s'appelle le château de Bourbon, donc comme ça. J'ai découvert ça hier, avant-hier, vous voyez, on en apprend tous les jours. Hein. Alors le bonus, ça tombe bien, ça tombe bien. J'avais mis de côté avant même de regarder l'émission de télévision, pour ceux qui l'ont vu, sur France 3, mercredi soir, qui était consacrée à la reine Victoria, Catherine II. Et on vous a entraîné, M. Patrick de Carolis vous a entraîné à Saint-Pétersbourg, et à Saint-Pétersbourg, il vous a entraîné au château de Peterhof. Château de Peterhof. Vous l'avez vu, il y en a qui ont vu l'émission de télévision. Bon, et que le château de Peterhof, il se trouve qu'il y a eu un colloque organisé par la Fondation du domaine de Chantilly au mois de juin, et qui était présent à ce colloque, la directrice générale du château de Peterhof. Donc vous avez tous allé visiter le château de Peterhof. Alors le château de Peterhof a été construit par Pierre le Grand, parce que Pierre le Grand, c'est un peu comme le comte du Nord, ici à Chantilly, et bien avant le comte du Nord, Pierre le Grand de Russie a visité
visité la France, juste après la mort de Louis XIV, en 1717. Il s'est baladé un peu dans Paris, il a visité Versailles et Marly. Il n'a pas été tellement impressionné par Versailles, c'est pour ça qu'il vient. Mais par contre, il a adoré Marly, ce qui fait que Pierre Le Grand est parti avec un album qui ressemble à l'album du Comte du Nord, et avec tous les plans du jardin de Marly. Et vous allez voir, il s'en est inspiré. C'est pas une reproduction exacte, mais il s'en est inspiré. Oui, bah, dans le bonus, ça commence par Château de Jean-Cou. Je vous donne, puisque je suis dans Péterhof. Voilà. Donc le château de Péterhof, vous voyez, c'est le château. Donc c'est un mixte de Versailles et de Marly. De Versailles, parce que l'on retrouvait, vous voyez, ça ressemble de loin un petit peu à Versailles, cette immense bar. Bon, les voisins disent c'est HLM, comme à Versailles. Et que devant le château, contrairement à Versailles, et comme à Marly, eh bien, vous avez la grande cascade. La seule différence, c'est que la grande cascade est devant, alors qu'à Marly, la grande cascade est derrière. Donc, les bassins sont à l'arrière du château, et c'est à l'inverse de Marly. Alors, sachez que le château de Péterhof, je suis jamais allé à Péterhof, mais c'est pas le fait d'y aller, parce qu'on a de tellement belles images. Et il se trouve au bord de la mer. Donc ici, vous avez le canal qui aboutit un petit port. Et vous avez vu dans l'émission que pour aller de Saint-Pétersbourg à Péterhof, vous prenez un bateau, il débarquez dans le port, vous pouvez remonter dans ce canal et découvrir le château de Péterhof. Le château de Péterhof, c'est autre chose. Ça s'étend, ça s'étend, ça s'étend. Et puis, à Péterhof, bon, ça c'est une autre rue de Péterhof, mais vous voyez que là aussi, on est un peu dans le grandiose, ça ressemble pas mal aux grandes cascades qu'on trouvait chez nous. Eh bien, vous avez ce pavillon, qui est juste pratiquement en bordure de plage, au bord de la mer, qu'ils appellent, les Russes, le pavillon de Marly. Et ce pavillon de Marly a pratiquement la même dimension que le pavillon du roi à Marly. Quasiment la même dimension, c'est tout à fait la même chose, bien sûr, mais la même dimension avec cet pavillon. Et que, bien sûr, la différence de Marly, c'est que là, on n'est pas de cascade, mais ce pavillon est en plein milieu de ce centre aquatique. Donc il est complètement entouré d'eau, un peu comme à Marly. Ça veut dire que Pierre Le Grand était extrêmement impressionné par Marly, puisque aussi bien ici, il reproduit vaguement un peu ce qu'il a vu à Marly, et que pour le grand château de Péterhof, eh bien, il a appris quelque chose de Marly aussi. Là, il faut savoir que les Russes sont assez extraordinaires, c'est parce que les Russes, tous les châteaux du côté de Saint-Pétersbourg, Saint-Pétersbourg, Leningrad à l'époque, a été conservé par les Allemands. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été démolies, et tous les châteaux du coin ont énormément souffert de la guerre, ont été bombardés, et que, ça se trouve aussi bien le château de Péterhof que le château de Marly était pratiquement en ruine. Et que les Russes, même avant, j'allais dire, 1991, déjà les Soviétiques avaient commencé après la guerre à restaurer